le Premier ministre Gabriel Attal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gabriel Attal. Bonsoir Maxime. Bonsoir Monsieur le Premier ministre. Merci d'être avec nous. C'est vous qui ouvrez cette émission. Juste un mot pour commencer sur les deux personnalités qui vont vous succéder. Juste après, Marine Tondelier et Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous pensez d'eux? Qu'est-ce que vous pensez de Marine Tondelier? Non, mais d'abord, ce que je veux dire, Il va dans la c'est langue que je regrette des que points. ce ne soit pas un débat. Vous vouliez débattre? Moi, je suis toujours prêt à débattre. Je l'ai fait tout au long de cette campagne. J'étais totalement prêt à débattre et je regrette, puisque je comprends que c'est parce que M. Bardella n'a pas souhaité que ce débat ait lieu. Je regrette qu'on ne puisse pas avoir ce débat. Je lui demanderai tout à l'heure pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu débattre. Moi, je vais vous dire, je pense que... Putain, vous vous rendez compte que c'est Bardella qui décide, les mecs, hein. C'est lui qui a mené la danse, hein. BFM TV, ils auraient pu exclure Bardella, même s'il est premier, et ils auraient pu faire un débat entre Gabriel Attal et Marine Tondelier. Je sais pas, ils se sont soumis à la doctrine Bardella. C'est n'importe quoi, genre. Il a été probablement mal à l'aise dans un certain nombre de débats qui ont eu lieu ces dernières semaines, mis face aux contradictions de son programme, à des changements de pied permanents, à l'incapacité à dire comment il mettrait en œuvre certaines mesures. Je pense qu'on voit aussi chaque jour que des propos ou des photos sont découvertes sur certains de ses candidats. Encore hier, on a vu une candidate qui posait... Monsred! Mais vous parlez des Monsred, monsieur Attal! Qu'est-ce qui se passe? fièrement avec une casquette... nazi, wesh. et que donc il est probablement mal à l'aise par rapport à tout ça. Mais moi je le dis, on est dans un moment historique, vous l'avez indiqué, et donc on a besoin de débat. On a besoin de confronter les projets, de confronter les visions, de confronter les valeurs. Et donc je le regrette vraiment. Juste une chose, vous ne mettez pas ou plus de signe égal ce soir entre Marine Tondelier et Jordan Bardella, entre le Nouveau Front Populaire et le Rassemblement National? Moi, j'ai jamais raisonné avec des histoires de signe égal ou autre. Moi, j'ai toujours dit que je m'opposais résolument à ceux qui carburent à la division des Français, à la stigmatisation d'une partie de nos concitoyens, à ceux qui carburent à la haine. Moi, je cherche à rassembler, à apaiser et à unir. C'est pas facile, et on doit tous, je pense, faire notre examen de conscience sur le fait qu'on l'a probablement pas fait suffisamment, que peut-être que par certains moments, on a contribué à ce qui est ce climat. Mais moi, je pense que l'essentiel, et notre responsabilité à tous, c'est de rassembler. Vous commencez l'émission par un mea culpa. Je pense que les résultats de ces élections, le moment politique qu'on vit, il appelle à une profonde humilité. Une profonde humilité, évidemment. Et que chacun doit se remettre en question. Au fond... Non, le retournement de veste, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Il a fallu attendre 5 ans pour le retournement de veste. Maintenant, il a besoin de nous, hein. Faut pas que le Nouveau Front Populaire craque. Ne craquez pas pour du pouvoir, s'il vous plaît, les mecs. Faites-le pour le peuple. Faites-le par le bas. Dans ces élections, on a vu des Français nous dire qu'ils se sentaient... pas d'oubli ni pardon, pas compris dans ce qu'ils vivent, pas reconnus pour ce qu'ils font. La baya, oui. Et souffrir d'une forme d'incertitude très forte vis-à-vis de l'avenir. Et moi, je dois reconnaître que probablement qu'on n'a pas apporté l'ensemble des réponses suffisantes pour répondre à tout ça. Je vous coupe parce que quelle réponse vous pouvez apporter au vote de dimanche soir? C'est précisément l'objet de la première interview avec Apolline de Malherbe qui nous rejoint. Apolline. Wesh, Apolline. Non mais il faut aller se faire foutre. Ils ont fait un générique pour Apolline de Malherbe, chef. C'est donc à vous. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Bonsoir, Apolline de Malherbe. Je vais effectivement vous interroger sur votre programme, mais j'ai d'abord des questions très concrètes pour les tout prochains jours qui nous attendent, et plus précisément pour dimanche soir. Dans 3 jours, on vote. Mais les mecs, regardez ce qu'on m'a envoyé. On m'a envoyé le timer pile poil de Dany Eraz, et ils sont pile poil sur le thread. Non mais les mecs, faut vraiment que la plupart de la population française tombe sur ces mecs-là et qu'ils ne votent pas pour ces fils de pute. Tu sens que c'est un humour hélicoptère de combat. Le tour de quoi Merci à l'abonné qui m'a envoyé ça. Mais les gars, faut absolument pas voter pour eux. Attends, je le dis. Hein. S'il vous plaît, wesh. Tu lis là? Oh, on lit mal, là. Non mais le port autour du cou, c'est n'importe quoi. Et on se souvient qu'il y a quelques jours encore, Emmanuel Macron, le président de la République, avait évoqué un risque de guerre civile si les extrêmes l'emportaient. Est-ce que vous redoutez d'éventuelles émeutes dès dimanche soir et dans les jours qui suivent? Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des formations politiques, je le disais il y a un instant, qui carburent à la haine, aux passions tristes. Et d'ailleurs, on voit, hélas, qu'un certain nombre de propos racistes ou antisémites se sont multipliés ces dernières semaines, y compris des agressions. C'est probablement le climat qui a été
installés dans cette campagne par certaines formations politiques. Qui a contribué, notamment le Rassemblement national. On a vu, et c'est vos confrères de France 2 qui ont montré le témoignage d'une femme qui subit des propos racistes depuis le résultat des élections européennes par des personnes qui se revendiquent soutien du Rassemblement national. Évidemment, en disant ça, je ne dis pas que tous les Français qui ont apporté leur suffrage à des candidats du Rassemblement national partagent cette idéologie ou cette haine. Moi, j'ai jamais donné de leçons à personne, de leçons de morale. Je dis simplement que quand on est un parti politique qui assume dans son programme et dans sa ligne politique de considérer qu'il y aurait plusieurs petite robe noire, Apolline de Malherbe. Hein. Petite robe noire. sortes de Français, plusieurs catégories de Français. Quand on a une origine étrangère, quand on a une double nationalité, on n'est pas un Français vraiment, on est un demi-national. Je pense que malheureusement, ça contribue à libérer un certain nombre de choses. Et sur les émeutes de dimanche soir, vous pensez que ça ne viendrait... Arrête de faire le BDG focus. Ok, c'est bon, je focus les mecs, c'est bon, je me refocus. C'est pas. Que de leur camp. Non, moi j'ai pas. Le fait que chez LFI, il y ait par exemple un candidat investi et qui est présent au deuxième tour, qui a été fiché S par vos services de renseignement et qui a... Vas-y, commence pas, Apolline, de casser les couilles comme ça, ouais, c'est bon. Une fiche S, ça veut pas dire que c'est une décision de justice ou je ne sais pas quoi, genre... Parfois à l'insurrection. Et surtout que ça ne le rend même pas inéligible. Que vous estimez, quand vous avez commencé votre phrase en disant il y a des partis qui... Oui, et vous l'avez fini en disant c'est le RN. J'ai donné cet exemple-là. Vous avez aussi à l'extrême gauche des propos qui remettent en cause l'autorité de nos policiers, de nos gendarmes. Voilà, moi je me dresse contre tous ces discours. Précisément, si... Il y a émeute dimanche soir, comme le prédisait en quelque sorte... Est-ce que tu penses que t'es fiché S? Je sais pas. Tu justifies une fiche S, là. Mais frérot, je justifie pas n'importe quelle fiche S. C'est littéralement un mec qui tabasse des fachos. On parle de Raphaël Arnaud. Il tabasse des fachos, frère. Ok. La violence. Non, on n'est pas pour la violence. Mais là, on parle de fils de pute de fachos, wesh. Les gars, c'est pas n'importe qui. C'est comme si... Voilà, c'est comme si Batman... faisait la justice. Voilà, faut le voir comme ça, les mecs. Faut voir comme ça. Voilà, faut voir comme ça, les mecs. Et Atao, désolé, mais bonne soirée, j'ai pas envie de t'entendre ce soir. Emmanuel Macron, comme il le redoutait, qui sera aux manettes? Est-ce que s'il faut, dimanche soir, rétablir l'ordre, c'est vous qui vous en chargerez? Est-ce que vous resterez, d'ailleurs, Premier ministre, le temps, s'il y a chaos, que ce chaos se calme? Mais d'abord, merci je vais pas me mettre merci là, pour les 33 mois de dans un scénario où il y aurait des violences dimanche soir. Ce scénario, c'est Emmanuel Macron Moi, je fais d'abord évoqué. Confiance à la responsabilité de chacun. Et ça commence par les formations politiques qui doivent toutes garantir par leur discours, évidemment, une forme de calme, d'ordre et d'apaisement. Et donc, je ne vais pas me mettre dans ce scénario-là. On a la chance en France d'avoir des forces de sécurité pour garantir l'ordre. Hélas, des Français vivent dans l'insécurité. Un grand nombre d'entre elles sont en ce moment même en Nouvelle-Calédonie. Il y a une trentaine d'unités de forces mobiles, c'est-à-dire des CRS et des escadrons de gendarmerie mobile, qui sont toujours mobilisés en Nouvelle-Calédonie. Ça s'est calmé ou pas, les mecs? Je sais pas s'il y a encore des streamers, enfin des viewers de la Nouvelle-Calédonie qui regardent mes streams ou si vous êtes... Si vous êtes au taquet sur l'information, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas suivi la Nouvelle-Calédonie en vrai. Hein. Ça s'est pas calmé. Sur le territoire de l'Hexagone, pardonnez-moi, ils se redoutent, les forces de l'ordre le disent, ils disent qu'il y a une menace terroriste élevée, le renseignement territorial estime que le risque n'est pas redescendu. Et là, j'ai une autre question à vous poser. Gabriel Attal, le 22 mars 2024, vous avez vous-même décidé d'élever le plan Vigipirate sur l'ensemble du territoire national au niveau écarlate urgence attentat, c'est-à-dire le niveau le plus élevé. Est-ce que c'est toujours le cas? Oui. Donc au moment où on se parle, là, on mélange beaucoup de choses, mais oui, je vous confirme. Après, la Nouvelle-Calédonie, c'est la France. Bien sûr. Il y a des troubles. Vous avez bien compris que c'était. Non, mais j'ai totalement. Je découvre d'Oflas qu'il y a une profondeur philosophique, politique et sociologique où c'est plus du react fun. Alors, merci Nero pour le sub. Et il y a une profondeur philosophique sur mes streams. Il y a vraiment une profondeur philosophique. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y a vraiment une approche sociologique de la politique française, ainsi que des termes techniques, de la technocratie technique, ainsi que de l'administration technique. Tu comprends ces mots ou pas? Est-ce que tu comprends ces mots techniques? C'est de la philosophie, exactement. C'est pas de la philosophie, c'est de la philosophie, exactement.
J'ai totalement compris que c'est ce que vous disiez, mais ce que je veux dire, c'est que il y a des territoires Mais est-ce que vous ne redoutez français... pas que sur l'Hexagone, il y ait des émeutes dimanche soir et qu'on manque de troupes? Je n'ai pas d'informations qui me permettent de dire ça à Pauline de Malherbe. Et encore une fois, je pense qu'on doit tous faire attention par les propos qui sont les nôtres à garantir une forme d'apaisement, de tranquillité et d'ordre. Et donc moi, vous ne me trouverez pas parmi ceux qui cherchent à... Ils sont très fatalistes quand même, les journalistes. Hein. Tu vois, vous voyez les gars, comment l'information, elle nous est parvenue. Là, ils sont en train de nous faire peur. Ils sont en train de nous faire croire, pardon, que la France est tellement fracturée que dimanche soir, deuxième tour, il y a un gros risque d'émeute. On en est là, les mecs. Hein. On en est là. L'information de la peur. Genre, ils vendent de la peur. Exactement. Quelque part, tendre les choses. C'est chaud quand même. Hein. Dans un tel contexte, quand même, de menaces terroristes, comme vous l'évoquez, le fait d'avoir un ministre de l'Intérieur qui dit que s'il est élu dimanche soir, il ne reviendra pas au gouvernement, par exemple, le fait d'avoir fait cette dissolution, est-ce que ça n'était pas ajouter du désordre? Je vais vous dire, il n'y a pas de doute à avoir ou d'inquiétude à avoir sur le fait qu'il y aura toujours un gouvernement qui sera aux manettes pour garantir la sécurité des Français et que chaque ministre, dans les fonctions qui sont les siennes, seront évidemment mobilisés pour cela. Votre projet, Gabriel Attal, 33% des Français ont donc choisi de voter pour le programme du RN, qui est donc arrivé en tête dimanche dernier. La réponse que vous leur apportez depuis dimanche, c'est tout sauf le RN. Tout. Est-ce que ça, c'est un projet? Au moins, ils citent pas la LFI, c'est bien les mecs. J'ai dit avant le premier tour de cette élection, c'est qu'il y avait pour moi deux risques. Un risque d'une majorité absolue dominée par la France insoumise. Ce risque-là est tombé à l'issue du premier tour de ces élections. Et il est notamment tombé grâce à notre mobilisation. Parce qu'on les a combattus dans le cadre de cette campagne. J'ai fait un certain nombre de débats avec eux. Morenas. Parce qu'on a assumé dès le premier tour de désister un certain nombre de candidats dans des circonscriptions où un député de la France insoumise risquait d'être élu. Je vous donne un exemple. À Caen, on avait un député sortant, Fabrice Levigoureux, qui était député depuis 7 ans, qui a considéré que s'il se représentait, vu la situation politique locale, ça risquait de favoriser l'élection d'une députée de la France insoumise. C'est donc la réponse que vous apportez aux Français, qui à 33% ont choisi de voter pour le RN. Non, là, vous me demandez ma lecture des résultats. Non, je vous demande quelle réponse vous apportez aux questions qu'on posait ces 33%. Elle va être super chiante, Apolline de Malherbe. Les mecs, franchement, je vais streamer jusqu'au bout parce que ça va être très long, parce que c'est 1 heure par candidat. Mais regardez, observez bien les questions de Apolline de Malherbe envers Gabriel Attal et Tondelier. Et vous allez voir la complaisance qu'il va y avoir avec Bardella. Peut-être que je me trompe, les mecs, hein. Peut-être que je me trompe, hein. Mais moi, je vais bien observer cette soirée, hein. Vous allez voir comment les journalistes sont trop déçus sur deux bites. Je vous explique pourquoi est-ce que la réponse que j'apporte aujourd'hui, c'est celle-là. Et donc, ce député s'est désisté au profit d'un candidat de la droite républicaine, précisément pour écarter ce risque qu'une députée de la France insoumise soit élue sur sa circonscription. On a eu plus de 60 circonscriptions. On a renoncé à présenter des candidats pour cette raison, notamment. Donc, ce risque-là est tombé au premier tour. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de majorité absolue dirigée par la France insoumise. J'avais alerté sur un deuxième risque, le risque d'une majorité absolue dirigée par le Rassemblement national. La lecture du premier tour de ces élections, c'est que ce risque-là existe. Vous me faites donc on doit se mobiliser. Vous me faites donc une réponse en termes de parti, de décision d'organisation, de barrage. Parce que vous m'interrogez sur le fait que je combattais. Ma question, et je vous la répète, les députés 33% des Français a choisi de voter pour le programme du RN. Quelle est la réponse que vous leur apportez? Et donc j'y viens, parce que c'était la question sur la lecture des résultats. Ensuite, je le disais il y a un instant à Maxime Switek, il y a des Français qui considèrent, qui ressentent que les politiques ne sont pas conscients des difficultés qu'ils vivent. Et que sur un certain nombre de sujets, les résultats ne sont pas là. Il va m'énerver. C'est vrai pour des questions de fond. Je pense notamment aux questions de pouvoir d'achat et aux questions de sécurité. Il y en a d'autres. Mais pour moi, c'est parmi les deux sujets sur lesquels on est le plus attendu aujourd'hui et sur lesquels beaucoup de Français considèrent qu'on ne va pas assez loin. Et dès le début de cette campagne, j'ai annoncé dans le programme que j'ai présenté qu'on souhaitait aller plus loin, plus fort sur ces questions-là. Est-ce que c'est toujours le cas? Prenons tout de suite le thème de la sécurité. Le pouvoir d'achat, vous allez en parler avec Nicolas Dose juste après. Sur la sécurité, après les drames qui ont touché Sam Chedine et Samara, vous vous étiez exprimé sur la question notamment de la fermeté vis-à-vis des mineurs. Vous aviez dit, nous allons agir partout, dans les classes, dans les familles, pour la sécurité, l'ordre, le respect de l'autorité dans notre pays. Qui parle. Et notamment revenir sur l'excuse de minorité. Est-ce qu'au moment où on se parle, c'est-à-dire après les élections européennes, vous êtes toujours dans cet état d'esprit? Oui, tout à fait. D'abord, depuis ce discours et le chantier que j'ai lancé à Viry-Châtillon,
j'ai pris un certain nombre de décisions, puisqu'il y a des mesures que je pouvais tu prendre sans répares, passer hein. par la loi. Notamment la création des travaux d'intérêt général pour les moins de 16 ans, puisque ça n'existait pas. Et donc, à ma demande, le garde des Sceaux a pris une circulaire pénale. Désormais, il y a ces travaux d'intérêt général pour les mineurs de moins de 16 ans qui n'existaient pas auparavant. C'est le fameux « tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu défies l'autorité, on t'apprend à la respecter » que j'ai dit dès ma déclaration de politique Vous générale. l'avez dit, mais l'avez-vous fait? Le mec qui a écrit ce truc, parce qu'il y a les politiciens, ils ont tous des penseurs, des écrivains, philosophes, etc. pour avoir des punchlines qui passent bien à la télé. Ça peut pas être Gabriel Attal qui a écrit ce slogan. C'est pas lui, je pense pas que ce soit lui, les gars. Je pense que c'est Kerry James qui lui a conseillé ça, hein. C'est Kerry James, ma gueule. Un ghostwriter, un nègre, Twitch. Un nègre, c'est un écrivain fantôme Twitch, hein. Attention, Twitch, hein. Attention. Chef, mais j'ai fait quoi? Mais c'est le mot, les mecs, c'est le mot pour décrire un ghostwriter. On dit un nègre, wesh, c'est pas le vinaigre, c'est... Préviens, chef, mais les gars, c'est bon, wesh, j'ai rien fait. Supprime la rediffusion, j'ai rien fait, wesh. Le mot, il existe. Raillé pour ça, sur les mesures d'intérêt général, c'est fait. Maintenant, c'est possible. Ensuite, il y a des mesures qui nécessitent la loi. Et j'ai annoncé très concrètement ce que je voulais faire à l'issue de cette élection si les candidats Ensemble pour la République disposent d'une majorité pour le faire. 1. Une plus grande responsabilisation des parents. J'ai notamment annoncé qu'on pourrait plus facilement reconnaître le manquement à l'obligation parentale. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut un manquement grave d'un parent pour considérer qu'il y a manquement à l'obligation parentale. J'ai annoncé que je voulais changer la loi pour que maintenant une série de manquements légers, par exemple laisser régulièrement son enfant qui a 12 ans traîner dans la rue la nuit, par exemple ne pas se préoccuper de la non-assiduité de son enfant au collège, ça doit pouvoir faire l'objet. Est-ce que tout cela, Gabriel Attal, que en effet vous avez évoqué avant les européennes, depuis j'ai quand même noté, et nous sommes nombreux à l'avoir fait, que vous tendiez la main notamment à un certain nombre d'élus que vous estimez être dans l'arc républicain, le PS, qui est au sein du Front populaire, a plutôt commencé à répondre à l'appel. François Ruffin dit par exemple « OK pour gouverner ensemble ». Alors il impose ses conditions, il dit à deux conditions, l'abrogation de la réforme des retraites et le retour de l'impôt de l'ISF, donc l'impôt sur la fortune. Johanna Roland, la maire socialiste de Nantes, numéro 2 du PS, dit oui pour travailler ensemble si on abroge la réforme des retraites et qu'on abroge la loi asile-immigration. François Hollande dit on pourrait travailler ensemble et il parle comme réponse qu'il pourrait faire avec vous de mettre en place la proportionnelle, la loi sur la fin de vie, la décentralisation, voilà des pistes de réforme consensuelle. Voilà ce qu'il dit. Moi je ne suis pas du tout là-dedans. Moi je ne suis pas là Quand vous dites une majorité plurielle, c'est sur quel projet? Je n'ai pas parlé de majorité plurielle, mais peut-être juste si vous me laissez terminer sur la sécurité, parce que je pense que les Français qui nous regardent, ça les intéresse de savoir quelles sont les autres mesures que je propose. Mais précisément, si vous tendez la main j'en cite juste ces élus-là, 2 ou 3 supplémentaires parce que c'est important. Il y a la responsabilisation des parents. Je propose la création d'une comparution immédiate pour les mineurs, qui n'existe pas aujourd'hui. Vous prenez aujourd'hui 2 cambrioleurs récidivistes, un qui a 17 ans, un qui a 18 ans. Celui qui a 18 ans pourra être sanctionné tout de suite. Celui qui a 17 ans ne sera pas sanctionné avant 8 ou 9 mois. Je veux changer ça, comparution immédiate, y compris pour les mineurs. Et vous voulez le changer en tant que qui? Comment? Vous voulez le changer en tant que qui? Je me présente dans cette élection avec des candidats Ensemble pour la République qui ont un programme. Ces mesures et bien d'autres font partie de ce programme. On souhaite pouvoir les appliquer. Ensuite, vous invitez. Mais moi, vous savez, d'autres à venir. Aujourd'hui, vous allez devoir discuter. Aujourd'hui, je parle aux Français. Et aujourd'hui, je me bats pour que les candidats Ensemble pour la République soient les plus nombreux possibles à l'Assemblée nationale pour protéger les Français. Et pour avoir une majorité? Protéger leur pouvoir d'achat, puisque les autres formations politiques veulent augmenter leurs impôts. Notamment l'Alliance de la gauche qui annonce déjà 50 milliards de hausse d'impôts qu'ils souhaiteraient défendre dès cet été. Et vous voyez, moi je comprends pas un truc, mais c'est quoi le plan du président? J'avais dit que tout à l'heure le président il va peut-être avoir un pari gagnant, mais finalement le pari il est flou. On a des mecs qui t'annoncent des hausses d'impôts, ou peut-être pas, juste des hausses d'impôts pour les riches. Mais Gabriel Attal il en veut pas. Mais Gabriel Attal il tend la main à ces mecs quand même. Il veut une assemblée plurielle, il veut quand même travailler avec des mecs de gauche qui veulent augmenter les impôts chez les riches. Mais lui, il en veut pas. Je comprends plus rien, les gars. Je t'aime, moi non plus. Il veut torpiller de l'intérieur. Mais moi, je pense que c'est ce qui va se passer. Il va essayer de gratter le fond du PS. Toutes les personnes qui sont contre l'augmentation des impôts chez les riches, il va essayer de les recruter petit à petit. Il va rester que l'aile très à gauche du PS. Et puis c'est tout, hein. Mais ça va pas donner une majorité absolue non plus, les gars. Et même relative, genre. En gros, ça va scinder le PS. Vous voyez ce que je veux dire?
Et le programme du Rassemblement national, Le on plan voit est bien, bancal, les entreprises l'ont beaucoup Le plan est bancal, compris et genre. leurs représentants dénoncent ce programme, se traduirait par des augmentations d'impôts. Donc les candidats Ensemble pour la République, s'ils deviennent députés, ils protégeront les Français des augmentations d'impôts. Ils protégeront les Français avec des mesures pour la sécurité comme celles que je viens d'évoquer, qui feront partie des textes de loi qu'on portera au Parlement. Vous venez de dire les impôts. Moi, je lis que Loïc Signor, qui est quand même porte-parole de Renaissance, à la proposition de François Ruffin d'un retour sur l'impôt sur la fortune, dit au fond, pourquoi pas, on pourrait réfléchir à un ISF climat avec la majorité plurielle. Attendez, moi, là, ce que je vous dis, c'est que il est porte-parole de votre... Je vous dis que le programme des candidats qui pourrait remettre l'ISF. Le programme des candidats Ensemble pour la République, c'est pas d'augmentation d'impôts. C'est très clair, on s'y est engagé, je le redis ici, on ne souhaite pas augmenter les impôts. De l'autre côté, vous avez l'Alliance de la gauche qui dit on va augmenter la CSG avec ce qu'ils appellent la CSG progressive, on va créer 14 tranches d'impôts sur le revenu, on va refaire payer des charges par les salariés sur les heures supplémentaires. On en parlera avec Nicolas Dos tout à l'heure. Voilà, ça c'est pour le coup, c'est dans leur programme. Et encore une fois, dans le programme du Rassemblement national de l'extrême droite, ils vous expliquent on va baisser tous les taux de TVA, on va supprimer certains impôts, on ne paiera plus d'impôts jusqu'à 30 ans, on pourra partir à la retraite, on ne sait plus si c'est à 60, 62 ou 66 ans. Mais je suis un peu tout ça, ça se finance et ça se passe par des augmentations d'impôts. Vous en parlez parce que... Mais continuez les fake news, hein. Je suis pas là pour défendre le RN, hein. Mais le RN, ça fait un moment qu'ils ont abandonné Tu ne payes pas d'impôts avant tes 30 ans. Genre, ils ont abandonné ça. Et Gabriel Attal, il continue à répéter des fake news. Comme quand il avait partagé sur Internet, sur sa page Twitter, la retraite NUPES, où tu perds ton pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, il a été débouté par la justice. Il a dû supprimer son tweet et supprimer le site Internet. Mais en fait... Mais attends, ce petit con, là. Les gars, ce petit con, c'est un spécialiste de la fake news, au final, hein. C'est un spécialiste de la fake news. On n'a pas assez attrapé sa veste sur ça. Et les médias, c'est pareil, gros. Les médias, c'est pareil. Il n'y a personne qui attrape la veste de Gabriel Attal sur la désinformation. Il y en a partout. Il y en a partout chez lui. Il y en a partout. Et personne ne lui dit rien, genre. Personne. Putain. Bardella l'a redit au dernier débat d'Ofla. J'ai des doutes, les gars. Hein. J'ai vraiment des doutes. Hein, parce que Bardella, Marine Le Pen, ils ont abandonné l'idée de ne pas faire payer d'impôts aux personnes de moins de 30 ans. Hein. Il y avait même le... Comment ça s'appelle? L'exemple du trader ou je ne sais pas quoi. Je sais pas, les mecs. Pour moi, j'estime que ça va pas être mis en place par le RN. Je vais pas les défendre, hein. Je suis pas là pour les défendre. Je suis pas là pour les défendre. Que j'ai l'impression que vous y répondez exactement comme vous y répondiez. En plus, c'est anticonstitutionnel, les mecs. Donc, c'est des conneries, quoi. Juste, moi, qu'il n'y ait ce premier tour des Moi, je franchis les étapes exactement, les unes après les autres. Exactement. Pourquoi vous le feriez l'étape aujourd'hui qui est devant nous, c'est le deuxième tour de ces élections législatives, où vous avez plusieurs centaines de candidats Ensemble pour la République qui se présentent avec un programme qui est clair. À la différence de beaucoup de nos concurrents, notre programme est clair. Il est financé, vous ne pouvez pas faire ce il est reproche-là, par exemple, crédible. à ce qu'on va entendre tout à l'heure de Marine Tondelier. Ils ont un programme avec le nouveau Front Populaire. Je vous donne un exemple très précis. Non, je vous donne un exemple. Vous pouvez ne pas être d'accord. Ils disent, par exemple, on va faire la CSG progressive. Alors, on leur demande, c'est quoi le barème? À partir de combien est-ce que la CSG augmente? Quel niveau de retraite? Là, ils ne répondent pas. Et donc, on va chercher le dernier amendement qu'ils ont porté à l'Assemblée nationale sur la CSG progressive. On voit que vous avez de la CSG qui augmente, je ne sais plus si c'est 1 200 € de retraite. Vous aviez dit 1 200. Et là, ils disent non. Mais alors, dites-nous quel est le vrai barème. Vous voyez, moi, quand je parle de clarté, un nouveau candidat, tu m'as envoyé. On augmentera des impôts, mais on ne dira pas exactement pour qui, comment, quand. Ça me semble pas très clair. Nous, au moins, c'est clair. Pas d'augmentation d'impôts avec les candidats Ensemble pour la République. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous êtes prêt à changer? Qu'est-ce que vous répondez? Encore une fois, ils sont quand même 33% à avoir voté pour le Rassemblement national. Et aujourd'hui, vous redites exactement la même chose qu'avant. C'est-à-dire, je ne comprends pas ce qui a changé. D'abord, ce programme, je l'ai présenté après les élections européennes et après un message très clair. Depuis le premier tour de législative. Là. Mais après les élections européennes, au moment de l'annonce de la dissolution, du début de cette campagne, j'ai présenté avec nos candidats... Ouais, c'est vrai qu'il parle de l'imposition, il parle de la retraite et tout. Et le journaliste, il n'est pas dans la punchline en mode... vous en pensez quoi du faux simulateur que vous avez tweeté, etc. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus et tout? Rien. Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de petites piques sur la majorité présidentielle. Ça m'énerve, gros, ça m'énerve. Un programme qui déjà tenait compte du message qui avait été envoyé par beaucoup de Français au moment des élections européennes, qui était évidemment pour une part un message national, notamment sur ces questions de pouvoir d'achat et de sécurité. Donc, ma réponse, c'est d'abord sur ces enjeux
qui sont majeures pour les Français. Parce que les Français, ils ont le droit, quand ils travaillent, de pouvoir vivre de leur travail, et ils ont le droit d'avoir une vie tranquille, de vivre en sécurité. Mais tout ça, c'est des phrases que vous disiez mot pour mot il y a déjà 6 mois. Parce que j'ai annoncé des mesures supplémentaires, des engagements supplémentaires qui vont plus loin que ce qui était prévu. Sur les questions de sécurité, on a donné quelques exemples. Il y en a d'autres, on pourrait y revenir longuement. Sur la question du pouvoir d'achat, je comprends qu'on va y revenir dans un instant avec Nicolas Dose. C'est dans quelques donc, mais je vous repose quand même la question. Perso, gauche-droite, je m'en fous, je voterai NFP, c'est les seuls qui ont parlé des personnes handicapées, c'est les seuls qui se soucient des minorités. Alors ok, je suis peut-être nombriliste, mais bordel, aucun autre parti a parlé des handicapés, j'ai honte de ma France d'Ofla et vive le NFP. Ça, c'est un beau message. C'est un beau message, tous unis pour vaincre les handicapés. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis d'accord avec toi, il faut être tous unis pour vous vaincre. Il a raison, il a raison, il a raison, vive les handicapés. Il a raison. Moi, je suis d'accord. C'est vrai que dans l'extrême droite, il n'y a aucune personne, aucun futur député qui a un programme sur les handicaps en France. Eh ouais. Eh ouais, ouais. J'ai la ref, GG. Ah, vous avez la ref, hein. Vous avez la ref, hein. La ref. On se détend, le chat, c'est une ref. Oui, le chat, ils sont en train de s'exciter, là. Moi, j'explique pas la ref. Expliquez pas la ref, les gars. N'expliquez pas. On va gatekeep. On gatekeep. On partage pas la ref. Voilà. Je l'ai. Dites rien. Miskin. Vous avez pas la ref, hein? La question sur les propositions de François Ruffin, de Johanna Rolland, de François Hollande, qui sont des gens avec qui, si vous imaginez cette sorte de coalition centrale, mais moi, autour de certains je parle projets... pas. Moi, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a deux alternatives. Enfin, il y a une alternative avec deux possibilités. Soit vous avez l'extrême droite qui a une majorité absolue. Je pense que ce serait terrible pour le pays. Je le dis vraiment très sincèrement. Je pense que trier les Français selon leur origine, considérer qu'il y a des faux Français quand ils ont une double nationalité, c'est l'inverse de nos valeurs et ça va précisément contre l'apaisement qui est souhaité par la majorité des Français. Et je pense qu'en termes économiques, pour les emplois des Français, et ça, tous les représentants des entrepreneurs, des chefs d'entreprise l'ont dit, je pense que ce serait catastrophique. L'autre... Moi, je pensais que le truc de la binationalité, les mecs, parce que quand on avait écouté le débat la semaine dernière, moi, je pensais que la binationalité expliquée par Jordan Bardella, très mal expliquée d'ailleurs, je pensais que ça allait tuer le RN. Mais les gens, même en connaissance de cause, ils vont quand même voter RN. Il y a des binationaux qui ont voté RN, les gars, parmi les 12 millions d'électeurs. Et moi, c'est ce que je suis en train de vous répéter, je l'ai dit hier et avant-hier, le thread que j'ai mis sur Twitter, malgré le fait qu'on a des candidats futurs députés qui vont aller voter des lois, racistes, antisémites, homophobes et j'en passe, négationnistes, complotistes et j'en passe, il y a des gens qui vont quand même voter pour eux. Ils vont quand même voter pour eux, les mecs, en connaissance de cause. Et moi, ça me fait peur. Honnêtement, ça me fait peur. Autre possibilité, vraiment, c'est que vous ayez... Je pensais que ça allait les tuer, hein, la binationalité. Hein. Je pensais vraiment... C'est une dinguerie de sortir ça. Il n'y a pas des bons Français pour aller prendre des postes clés. Il y avait un député, il y avait un futur député, pardon, qui avait dit que un maghrébin, un franco-maghrébin, franco-marocain, pardon, ne pourra pas être dans l'administration nucléaire ou je ne sais pas quoi. Mec, c'est une folie, gros. C'est une folie, genre, c'est abusé. Par contre, les franco-belges, il n'y a pas de problème, hein, sauf fraîche, hein. Non, je rigole. Ils en ont plus rien à foutre, c'est peine perdue, gros. Ça va ou quoi? Et j'ai pas parlé de majorité plurielle. C'est une que folie, vous ayez hein. une assemblée nationale plurielle. Disons que c'est comme ça que François Hollande l'a compris. Bah oui, puisqu'il dit, nous pourrions imaginer... Je suis pas le porte-parole de François Hollande. François Hollande, il dit ce qu'il veut. Moi, ce que j'ai dit... À la fin, si c'est leur groupe qui arrive devant le vôtre, c'est moi, je me bats, je me bats pour que... on a plusieurs centaines de candidats ensemble pour la République. Tout le monde, en tout cas beaucoup dans les commentateurs, expliquaient au début de cette campagne des législatives qu'ils allaient disparaître, que cette troisième voie allait disparaître. On a montré que non au premier tour. Est-ce que vous pourriez travailler avec quelqu'un comme Johanna Rolland ? Quand j'ai pris la tête de cette campagne, on était à 14%, Apolline de Malherbe. Au premier tour des élections législatives, on a fait près de 21%, c'est-à-dire près de 7 points de plus qu'au moment du début de cette campagne. On a eu plus de 300 candidats qualifiés au second tour de ces élections législatives. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous êtes... Les gars, quand je vous dis que c'est un bot, attendez les gars. Attendez. Il y a le bingo qui va arriver sur le taux de chômage depuis plus de 40 ans ou je sais pas quoi. On a le taux de chômage chez les jeunes depuis plus de je sais pas quoi. Attendez, vous allez voir. Je sens que ça va arriver, les gars. Je sens que ça va arriver. Satisfait ? Non, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ça va arriver, je me bats pour nos candidats, pour qu'ils soient les plus nombreux possibles à l'Assemblée nationale, pour protéger les Français des hausses d'impôts, défendre leur pouvoir d'achat, protéger les Français en investissant pour leur sécurité avec des mesures nouvelles qui vont plus loin que tout ce qu'on a fait auparavant. Et que c'est ça mon combat aujourd'hui, c'est pas d'aller
discuter de mesures avec Monsieur Hollande. Enfin, j'entends parfaitement. Mais sur le fond, d'ailleurs, mettre en place une proportionnelle, remettre la loi sur la fin de vie, une loi sur la décentralisation, comme des pistes de réforme consensuelles, voilà ce qu'il dit, François Hollande. Pourquoi pas, non? Mais nous-mêmes... Enfin, je veux dire, vous venez du même parti au départ et vous pourriez vous entendre. Mais nous-mêmes, je suis d'accord ou pas, genre. Un chantier sur la question d'une feuille territoriale pour simplifier les choses, pour clarifier les compétences des différentes collectivités locales. Je vous le demande gentiment. Eric Woerth nous a remis un très bon rapport sur le sujet. Boris Ravignon aussi. Surtout que j'ai déjà fait des annonces sur le sujet. François Ruffin sera sans doute élu, s'il est élu, grâce à vous. Grâce à l'énergie qu'Emmanuel Macron ou vous ont mis à convaincre son adversaire, qui était une élue, enfin, qui était une candidate de chez vous, de se retirer et d'appeler à voter pour François Ruffin. Est-ce que vous allez jusqu'au bout de cette logique? C'est-à-dire, quand François Ruffin, sur RMC hier, dit pourquoi pas gouverner ensemble, mais dans ces cas-là, il faut deux conditions, l'abrogation de la réforme des retraites et le retour de l'ISF. Est-ce que, comme Loïc Signor, vous dites l'ISF, par exemple, on peut en discuter? Mais je veux dire, c'est pas parce que certains se lancent dans des scénarios, des hypothèses, enjambent les échéances électorales avant qu'elles aient lieu, que je suis obligé de le faire. Moi, ce que je vous dis, encore une fois, c'est que je me bats pour que nos candidats soient les plus nombreux dans l'hémicycle. Parce que je pense qu'on a le meilleur programme pour protéger les Français, pour ne pas repartir avec une hausse massive du chômage, alors qu'on a le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Qu'est-ce que je vous disais, les gars? C'est un putain de NPC, wesh. C'est un NPC, gros. Je suis fatigué, wesh. Je suis fatigué. Qu'est-ce que je vous disais, putain? Et que je pense que le matraquage fiscal qui nous est proposé à gauche ou à l'extrême droite serait catastrophique pour nos emplois et nos entreprises. Je me bats pour ça, précisément pour que nos candidats deviennent des députés qui pourront défendre ça pour les Français. Merci Apolline. Monsieur le Premier ministre, tout au long de la journée, les téléspectateurs de BFM ont pu scanner le QR code avec leur téléphone portable, notamment pour vous envoyer à vous les questions. Il y a une question qu'il faut peut-être à 20h52 purger tout de suite, comme ça c'est fait. Question de Paul. Paul L, il a 26 ans. La dissolution a-t-elle finalement servi à quelque chose? Il y a une élection qui est en cours. Il y aura un deuxième tour. Les Français vont se prononcer. Donc ça aura servi à ça. Les Français se prononcent voilà, à l'occasion de cette élection. Moi, j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises quand j'ai été interrogé sur la dissolution. Je ne regarde pas dans le rétroviseur. Voilà, c'est une décision qui a été prise par le président de la République, qui est le seul autorisé à prendre cette décision en vertu de la Constitution. Il y a des élections qui ont lieu. Moi, je me bats maintenant pour nos candidats, parce que je pense encore une fois qu'on doit protéger le pouvoir d'achat des Français des hausses d'impôts, investir pour leur sécurité, leur santé, l'éducation, sur les questions de handicap dont on ne parle jamais dans les débats, jamais dans ces émissions qui sont absolument majeures. Et je me bats pour éviter que l'extrême droite dispose d'une majorité absolue. Un jour, vous raconterez ce que vous avez réellement senti au moment où Emmanuel Macron vous a dit qu'il allait dissoudre. Je ne sais pas si ça intéresse nos concitoyens. Voilà, visiblement, dans les questions qu'on reçoit, il y en a beaucoup qui se posent des questions sur le pourquoi et à quoi ça a servi. Je pense que le destin du pays et ce qui va se passer concrètement dans la vie des Français à l'issue de ces élections, selon la majorité qui en ressortira, je pense que ça préoccupe plus les Français que de savoir ce que j'ai ressenti quand j'ai appris que l'Assemblée nationale allait être dissoute. On passe au... Il a pas tort, les mecs, on s'en bat les couilles. Hein. Franchement, les questions de journalistes, t'en penses quoi à titre personnel de la dissolution? On s'en fout, frère. Il a raison, on s'en fout. Même si j'aime pas Gabriel Attal. Hein. Question économique avec Nicolas Dose. Apporte rien, wesh. On revient au programme. Nicolas. Ça, hein. C'est bien de revenir un peu au programme et pas juste au désistement, machin, c'est pas mal. C'est quand même le sujet. Oui, merci. Non, on peut compter sur Nicolas Dose. Très franchement, Gabriel Attal, bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Vous avez dit que vous aviez un programme clair. Je l'ai trouvé tellement clair que je l'ai trouvé transparent. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de programme économique. Vous n'avez pas de programme économique pour ces législatives. D'abord, ce qui est sûr, c'est que nous, on a une ligne qui ne veut pas augmenter les impôts, ni sur les entreprises, ni les Français. Donc peut-être que vous êtes déçus qu'on n'en change pas. C'est vrai que ça aurait beaucoup alourdi le programme. Mais là, je vais peut-être vous décevoir. Non, on ne veut pas changer là-dessus. Et je vais vous dire, je pense que économiquement, on a remis notre pays sur de bons rails. Mais moi, j'ai 1000 milliards de dettes. Oh là 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 là. Comment il peut dire ça? On a dégradé notre note sur le déficit, etc. Oh, il n'est pas sérieux. Je fais partie d'une génération qui a grandi en entendant en permanence que le chômage de masse, c'était une fatalité. C'est trompé de On n'arriverait pays, jamais en France à sortir du chômage de masse. Qu'on resterait toujours collé
à 10% de chômage. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Qu'on a fait la moitié du chemin vers le plein emploi. On a le taux de chômage le plus bas depuis 25 ans, le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans. Sortez-moi de ce genjutsu! Sortez-moi de ce genjutsu, s'il vous plaît! Itachi! Itachi, arrête! Arrête, Itachi, s'il te plaît! On a créé 2 500 000 emplois ces dernières années. Il y a 1 million d'apprentis chaque année dans les entreprises. Je connais ces Ça, chiffres. c'est positif. Oui, je connais ces chiffres. Ils sont je veux tous, vous ils dire, sont c'est tous que exacts. Ils sont tous ça, je exacts. ne compte pas le changer. Non, mais Je pense que ça changerait si l'extrême droite avait une majorité absolue ou si les propositions de l'Alliance de la gauche venaient à être appliquées, parce que dans les deux cas, c'est des augmentations d'impôts sur nos entreprises. ça, vous venez de le dire avec Apolline, mais bon, Je vous le redis. on peut regarder. Non, mais vous dites que vous n'avez pas énormément de surprises dans le Mais je n'ai programme rien, économique. surtout. Je n'ai pas de programme économique. Vous avez des propositions sur le pouvoir d'achat pour aller plus loin sur Allons-y. cette question-là. Il est méchant, il est Un méchant. certain nombre de propositions. Vous voulez commencer par laquelle? Commençons peut-être par, je ne sais pas, l'idée de supprimer les droits de mutation à titre onéreux, qu'on appelle frais de notaire, pour les primo-accédants en dessous de 250 000 euros. Oui. Moi, je vous dis une chose, cette mesure ne passe pas le Conseil constitutionnel. Elle sera inopérante. Parce qu'elle va créer une rupture d'égalité devant l'impôt, et vous allez vous faire retoquer par le Conseil constitutionnel. Donc l'annoncer, sachant qu'elle n'ira pas au bout... Vous imaginez bien Aïe, type shit! Type shit! qu'évidemment, bon, on a étudié cet aspect-là. Elle serait Vous inconstitutionnelle. l'aviez étudié pour la taxe d'habitation? Comment? Vous l'aviez étudié pour la taxe d'habitation? Il a finalement fallu devoir la supprimer pour Oui, mais l'ensemble des c'était Français parce que, Non, mais justement... c'était différent, parce que Alors, là, non, on c'était avait que pour créé une une catégorie de Français. Je vais vous donner un exemple sur l'exonération de frais de notaire pour la primo-accession Oui. à la propriété jusqu'à 250 000 euros de biens. C'est une mesure d'abord que je défends parce qu'elle est majeure, parce que moi je pense qu'une part du rêve français, c'est de pouvoir devenir propriétaire de son logement. Et si possible d'ailleurs une maison individuelle avec un petit jardin pour les enfants et pour la famille. Et moi je veux... L'accès à la propriété, c'est le summum du capitalisme, c'est le rêve français d'être propriétaire. Ah, vas-y, toi. Que Chacun les jeunes ses rêves, Français, hein, vraiment, les jeunes chacun couples ses rêves. qui travaillent, ils puissent accéder à ce rêve-là. Je comprends. là. Vous avez la certitude que cette mesure irait jusqu'à son terme si elle était engagée. Il y aurait eu une fragilité constitutionnelle, par exemple, si elle était ciblée sur un âge. Si on disait c'est que pour les jeunes. Là, constitutionnellement, il y aurait une rupture d'égalité. C'est pas ce qu'on fait. On dit c'est sur la primo-accession. Vous pouvez être primo-accédant quand vous avez 35 ans, 37 ans, 40 ans, mais aussi quand vous avez 50 ans. Je suis d'accord, je ne suis pas vous n'avez constitutionnaliste, donc En tout cas, j'irai je pas jusqu'à propriétaire. affirmer qu'effectivement, En tout cas, elle je ne la passerait défends pas. parce que c'est une mesure importante Bon, pour l'accès à la propriété. Et moi, je veux que des Français qui travaillent, qui ont pour rêve, et ils sont nombreux, de pouvoir devenir propriétaires de leur résidence principale, ils puissent le devenir. Alors, j'ai vu des réactions de professionnels de l'immobilier sur ces histoires de frais de notaire, considérant que si on fait cette suppression, on aura un phénomène de report sur les prix, et qu'en fait, le gagnant de l'histoire, ce sera le vendeur. Il y a toujours des inquiétudes, des risques. Moi, je pense que si on se focalise là-dessus, on finit par ne rien faire. Donc, il y aura des évaluations qui seront faites de cette mesure. Moi, je Très pense bien. qu'elle peut fonctionner. Il y a d'autres mesures. Triplement du plafond de la prime de partage de la valeur, Oui. qu'on a appelée prime Macron. Aujourd'hui, le plafond est à 3 000 euros. Si mon souvenir est bon, c'est désocialisé, il n'y a pas de cotisation sociale, mais désormais, ça n'est plus défiscalisé. Il y a de la CSG, de la CRDS et de l'IR. Vous dites, on va monter de 3 000 à 10 000 euros. Moi, quand je vois ça, je me suis dit, mais à quoi bon ? Le montant moyen 2023 de la prime de partage de la valeur a été 885 euros. Les entreprises qui déjà aujourd'hui vont au plafond des 3 000 sont à peu près zéro. Quelques grands groupes du CAC qui peuvent se le permettre. Monter le plafond à 10 000, personne n'ira au plafond. C'est pas parce qu'on triple le plafond qu'on va tripler le montant de la prime. Et est-ce que vous savez pourquoi Sinon, on la met à 30 000. Mais pourquoi est-ce que le plafond a été autour de 800 ou 1000 euros? La moyenne, c'est Oui, 885 mais euros pourquoi versés. Parce que c'était versé en une fois. Là, ce qu'on propose, c'est non seulement de tripler le plafond, mais on donne la possibilité de le verser en plusieurs fois, voire même de le mensualiser tout au long de l'année. C'est pour ça que ça sera, à mon avis, plus soutenable pour les entreprises qui... Dans le chat, les mecs, vous avez touché la prime Macron ou pas? Dans le chat, ski. C'est une usine à gaz, je te jure, hein, c'est une usine à gaz. L'année dernière, j'en avais parlé avec le chat, il y avait un mec qui travaillait dans une grosse boîte du CAC 40 et il avait touché 1200 euros, quelque chose comme ça, la prime Macron. Je crois que c'est versé au mois de décembre, si je dis pas de bêtises. Soit tu peux l'avoir en liquide, soit tu peux l'avoir sous forme d'actionnariat, quelque chose comme ça, c'est assez flou, moi je suis perdu un peu. J'ai eu 12 euros. What? T'as eu 12 euros. 200 euros pour certains, 3000 euros. J'ai touché 1300 euros, 500 euros de Rachidax, merci pour le sub. Jure, un nouveau sub. Ma copine, 1000 euros. Il y en a eu qui ont eu 0. Et certains ont rien eu. Il y avait rien à gratter, ma gueule. Hein. Il y avait rien à gratter dans ta PME, mon gars. Beaucoup en ont fait la demande. C'est une prime, vous l'avez dit, qui est versée par les entreprises aux salariés qui ne
coûte rien en impôts à l'entreprise et qui a été versé l'an dernier. Moi, vous me posez pas la question, les gars, si moi j'ai eu la prime Macron ou pas. Vous en avez rien à foutre de moi, en fait. Moi, on peut s'intéresser à ma petite personne ou c'est que pour vous? On s'en fout? D'accord, rien à foutre, chef. Ah, merde, d'accord. Merci Benito pour le sub. Merci pour la prime Macron avec le Prime. À 6 millions de salariés. Jure, un nouveau sub. Voilà. Mais c'est clairement une mesure de pouvoir d'achat. Oui, c'est une vraie mesure de pouvoir d'achat. Merci. Et la différence par rapport à avant, c'est que cette fois-ci, on ne dit pas vous le versez en une fois dans l'année. On dit vous pouvez le verser, si vous voulez, tous les mois. Et donc, ça a du sens de relever le plafond pour ça. Ok. Il y a une autre mesure, pardon, sur laquelle je veux revenir. En plus de ton salaire. Attends, mais c'est pas mal en vrai, hein, putain. Allez-y. Sur les salariés, c'est la question de la progression des salaires. Parce que, évidemment, que les Français qui nous regardent, ce qui leur importe, c'est que leur salaire puisse progresser. Et dès ma nomination à Matignon, dès mon discours de politique générale, j'ai parlé de mon objectif de Désmicardisation. désmicardisation. Parce qu'en France, on a un SMIC qui est supérieur à celui de nos voisins, et c'est une chance, mais on a plus de nos salariés qui sont proches du SMIC que chez nos voisins. Oui. On est monté à 17,3% des actifs à un SMIC aujourd'hui. Pour dire les choses différemment, chez nos voisins, les gens restent moins longtemps proches du SMIC, ils progressent plus vite en salaire. 17% des actifs ont le Parce SMIC. qu'en France, quand vous augmentez quelqu'un qui est proche du SMIC, ça vous coûte tout de suite très cher en charge. Car le SMIC, à un SMIC, il n'y a pratiquement pas Exactement. de cotisation et qu'elles apparaissent à la hausse. Un employeur Ok, qui ça veut- c'est certain, c'est pour valable. donner Un employeur qui va monter le SMIC, s'il veut augmenter les salaires, ça va lui coûter 500 €. Regardez comment je le préchote. exemple, pour les Français Ouais. qui nous regardent, un employeur qui veut augmenter de 100 € un salarié au SMIC, 483 €. ça lui coûte près de 500 Oui. euros là, mais sortez-moi de ce genjutsu, putain. C'est pas possible. Les gars, je suis fatigué. d'augmenter de 100 € son salarié. Donc il faut revoir ce système d'allègement de charges. C'est l'objet d'un rapport de 2 économistes qu'on attend pour savoir comment est-ce qu'on peut Exactement. lisser. Messieurs Bozio et Vasmer, qui ont voilà. beaucoup travaillé sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est très technique. Moi, l'engagement que je C'est un prends CD. avec nos candidats C'est un ensemble pour la CD-ROM. République, c'est dès le prochain budget de revoir ce système d'allègement de charges pour que les entreprises puissent plus facilement augmenter les salaires Ok. pour qu'il y ait une meilleure progression salariale. On ne doit pas rester bloqué pendant des années au niveau du SMIC. On doit permettre aux entreprises de faire progresser les salaires. Pourquoi promettre une baisse des prix de l'électricité en février 2025 alors que cette baisse est mécaniquement inscrite dans l'évolution du marché et dans le mode de calcul du tarif réglementé de vente de Parce que c'est pour nous enfumer, Nicolas Dose. On sait déjà que l'électricité va baisser plus tard, mais le mec nous parle de la baisse de tarif de l'électricité alors que c'est déjà programmé. Il nous encule, Gabriel Attal, il nous encule, frère. C'est pour nous enfumer. Voilà, Eric, dis-leur, mon gars. l'électricité. Elle va se produire qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas. Alors, cette baisse, Pourquoi mettre ça dans un programme alors que la parole politique sera inopérante sur ce phénomène-là? Alors, Voilà, d'abord, voilà. cette baisse, elle est permise par le fait qu'on a réinvesti dans la production d'électricité en France. Parce que nous, on a fait le choix de réinvestir dans le nucléaire, construire des nouvelles centrales, mais aussi investir dans la maintenance de nos centrales. Et on sait que les prix Oui. de l'électricité avaient monté parce qu'il y avait notamment des problèmes de maintenance sur nos centrales. Et on investit dans les énergies renouvelables. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important dans cette élection législative. Vous avez le Rassemblement national Ah, qui dit aux l'écologiste. Français, nous, on est OK pour faire le nucléaire. Par contre, on est contre Le point écolo, les mecs. les énergies renouvelables. On va arrêter d'installer des énergies renouvelables. Or, on sait que dans les années qui viennent, la demande d'électricité va exploser. Ce que dit le Rassemblement national, c'est la demande d'électricité va exploser, mais par contre, on ne va pas installer de nouveaux moyens de production d'électricité avant 10 ou 15 ans quand il y aura des nouveaux réacteurs nucléaires. Qu'est-ce qui va se passer entre les deux? La facture va augmenter. Si vous avez une demande d'électricité qui augmente, mais que vous n'avez pas de production d'électricité qui augmente parce que vous arrêtez les énergies renouvelables, mécaniquement, la facture des Français augmenterait. On est les seuls à dire qu'on veut investir à la fois sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables. C'est bon pour la planète et c'est bon pour la facture des Français parce que ça fait plus de production et donc baisser la facture. La raison réelle de cette baisse du prix de l'électricité en février, elle est liée au fait que la façon de calculer le tarif... T'as un avis sur le nucléaire, Dofla? Bah moi, le nucléaire, je suis pas... Je le redis encore en stream, je suis pas spécialement contre le nucléaire, les mecs, hein. Moi, j'ai un pote qui travaille dans l'ingénierie nucléaire et tout, il me dit que le nucléaire, ça pollue pas. On a de plus en plus de techniques pour les déchets nucléaires, pour les recycler, etc., les sauvegarder, les stocker correctement. Moi, j'écoute les mecs, hein. Moi, je suis pas un expert du nucléaire, hein. Je suis pas un expert, hein. Je sais que c'est décarboné, pas de CO2, ça nique pas les nuages, la couche d'ozone, la fameuse couche d'ozone. Je sais pas. Moi, j'écoute les experts. On me dit que le nucléaire, c'est bon, bah, j'écoute les experts.
réglementée de vente en France remonte sur les 2 années antérieures. Et donc, elle n'inclura plus désormais l'année 2022, qui a été l'année du choc énergétique. Elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée au fait que... aujourd'hui, ça, c'est vrai. Non, elle est liée à que plusieurs choses. mécaniquement, on aura ça sans même en parler dans un programme. Elle est liée à plusieurs choses. Elle est liée aussi que nos centrales tournent, contrairement à ce qui s'est passé il y a 2 ans, où effectivement il y avait eu des problèmes de maintenance et donc les prix avaient augmenté. Elle est liée au fait qu'on a baissé, je vous le rappelle, à 0 la taxe le bouclier tarifaire sur l'électricité pendant la crise de l'inflation pour que l'augmentation de la facture des Français soit contenue et donc qu'on ne la relève pas à ce qu'elle était avant la crise. Non, c'est en 2 étapes. Voilà, on ne la relève pas à ce qu'elle était avant la crise. Sinon, on a fait la moitié du chemin. Mais sinon, il n'y aurait pas de baisse de la facture d'électricité de 15% à l'hiver prochain. Et ensuite, je vais plus loin, on a obtenu de l'Union européenne de revoir les règles de tarification de l'électricité. Ah, comme par hasard, on a Bardella qui veut négocier le tarif de l'électricité au sein de l'Union européenne. Et là, comme par hasard, Gabriel Attal nous dit ça à la télévision ce soir. Comme par hasard. Pour le déconnecter du prix du gaz. Oh. Cette réforme, elle entre en vigueur en 2026. En 2026. Elle est ultra complexe à expliquer. Oui, mais elle est là. Et comme vous êtes un expert, vous savez qu'on a obtenu ce qu'on voulait. Ça a duré 1 an, oui, j'ai bien vu. 1 an de négociation, on a obtenu ce qu'on voulait. J'ai bien vu. Donc ce qu'on est en train de se dire, c'est que... Il ment, l'Union européenne a changé pour tout le monde, pas pour la France d'Ofla. Ok. Hiver prochain, la facture d'électricité baisse de 15%. Ok. Et que les années suivantes, elle va continuer à baisser parce qu'on a obtenu le changement du mode de calcul du prix de l'électricité. Je vous ai entendu dire, Comme les par Français ont besoin de hasard. savoir ce que le politique peut faire pour leur pouvoir d'achat. Oui. Vous ne croyez pas qu'un jour, il faudrait expliquer que le politique ne peut rien faire pour le pouvoir d'achat, à part moins le ponctionner avec des prélèvements obligatoires? Le moteur du pouvoir d'achat, le moteur des revenus dans une économie normale, ça vient de la production. La production, elle dépend de 2 facteurs qui sont le capital et le travail. Bah oui. Et c'est la réunion de ces 2 facteurs capital-travail, lorsqu'elle est efficace, qui fabrique des gains de productivité et qui tire le pouvoir d'achat. Et là, on sort des mesures dans tous les sens, des bricolages. Mais il est chou ce mec. Mais pourquoi il a pas un prix Nobel de l'économie, genre? Je comprends pas. Il est chou ce mec. Il a l'air de bien connaître les dossiers, là. C'est ça le pouvoir d'achat, monsieur le Premier ministre. Ça n'est absolument pas des choix politiques. Si on va au bout de votre logique, qu'est-ce qui permet la production d'activités et la création d'emplois? C'est aussi des décisions politiques. L'investissement, l'innovation, le travail. Mais bien sûr, c'est mais la parce qu'on base. choisit de le faire. Est-ce qu'on aurait... C'est la base. Excusez-moi les étudiants en école de commerce. Hein. Désolé, hein. Moi j'ai juste un baccalauréat, les gars. Hein. Pardon, excusez-moi, hein. C'est l'économie de base de lycée. Bah, j'ai pas le niveau lycée, je t'emmerde. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Je suis nul en mathématiques, c'est quoi le problème? Tu me juges, c'est ça? Mépris de classe, c'est ça? On est où là? On est où? Ah, ta grosse tête là. Imbécile, va. Aujourd'hui, 2 500 000 emplois qui auraient été créés si on n'avait pas mis en place la politique économique qu'on a portée depuis 7 ans maintenant, en baissant l'impôt sur les sociétés de 33% à 25%. Ça, c'est la politique de l'offre. En investissant massivement dans la formation, comme on l'a fait avec le CPF, avec le développement de l'apprentissage. Il y avait 200 000 apprentis chaque année il y a 7 ans. Il y en a aujourd'hui près d'1 million. Ce qui se passe aujourd'hui avec ce taux de chômage le plus bas depuis 25 ans et le taux de chômage des jeunes le plus bas depuis 40 ans, c'est aussi le fruit de décisions politiques. Donc moi, je me dresse vraiment... sur la politique de l'emploi, c'est des décisions politiques. Bah oui, mais le moteur du pouvoir d'achat, c'est pas un choix politique. D'accord, mais le pouvoir Faut le niquer, lui. Hein. Vraiment, faut le niquer avec son chômage de 40 ans, 25 ans. Faut vraiment le niquer, wesh. d'achat, c'est quand même le fait de pouvoir travailler et ensuite de bien vivre de son travail. Le marqueur. Je pense que là, ce qu'on a encore une fois réussi à faire, c'est à sortir du chômage de masse. Et le plein emploi, il est atteignable. Il est atteignable. On a fait la moitié du chemin. Et je pense que maintenant, ce qu'il faut faire, c'est prendre toutes les mesures possibles pour libérer les augmentations de salaire. Je viens de vous donner un exemple sur les allègements de charges. Et il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre. J'ai hâte de voir la technique du lissage, des relèvements de cotisations. Vous l'avez dit vous-même, il y a 2 experts oui, il y a 2 sur experts. ce sujet-là. Ça me passionne. J'attends le rapport Bozio-Wasmer avec intérêt, parce que je connais ce phénomène de smicardisation. On était à 15% de smicard, on est à 17,3%, oui, du fait des hausses de SMIC régulières liées à l'inflation. Le SMIC a augmenté. Oui, absolument. De 20% ces dernières années. Il y a eu un marqueur économique dans la campagne vous concernant, c'est l'histoire de l'assurance chômage. Il y a un décret. Ah ouais, putain, on l'annonce pour le 1er juillet. Le président de la République a l'air de faire un peu pause à un moment. Quelques jours plus tard, vous dites, mais non, ce sera bien le 1er juillet. Et là, c'est juste un décret de jonction, un décret technique qui a été publié de manière à ce que, juridiquement, il n'y ait pas un vide juridique pour le fonctionnement de l'UNEDIC. Et pchit, la réforme de l'assurance chômage disparaît. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je ne peux pas, vous savez, d'un côté, dire que les Français nous ont envoyé un message clair au moment des élections législatives, du premier tour, au moment des élections européennes, compris, je pense, en nous demandant de gouverner différemment, de nous parler davantage avec d'autres formations politiques, et publier le lendemain de ce premier tour un décret. Si je l'avais fait, tout le monde ici serait en train de me dire c'est un passage en force, vous ne tenez pas compte du fait qu'on est dans une élection. Donc moi, j'assume d'avoir suspendu cette réforme le temps de ces élections législatives.
Ce qui permettra ensuite de la discuter avec les forces qui auront été élues au Parlement. Je constate que l'ensemble des forces qui concourent dans cette élection, dans l'opposition, que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche, s'est opposé à cette réforme. Le décret actuellement mis en place s'arrête fin juillet, donc début août, on reprend. Comment ? Le décret actuellement mis en place. Un décret de jonction jusqu'au 31 juillet. 31 juillet, donc on reprend le 1er août. D'ici au 31 juillet, je souhaite qu'il puisse y avoir des discussions. D'accord. Et donc ça veut dire que le 1er août, si vous êtes là, on peut reprendre cette réforme de l'assurance chômage. Il y aura des discussions avec des forces politiques qui ont été élues au Parlement autour de cette réforme. Vous avez promis... Attendez, juste une chose. Oui. Sur l'assurance chômage, le décret, le président de la République le savait ? Comment ? Le président de la République le savait. Évidemment qu'il y a eu des échanges entre nos équipes les jours qui ont précédé, bien sûr. Parce qu'on a lu dans la presse que vous n'aviez pas prévenu le président de la République là-dessus. D'expérience, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans la presse. Pas tout, mais je trouve que parfois, on tombe juste. Parfois, oui. Mais en l'occurrence, parfois, il y a des choses qui sont écrites qui ne sont pas exactes. C'est pas une critique des journalistes, mais c'est juste que parfois, ils sont pas bien informés. De la plaque. Vous avez promis nos équipes avaient échangé. Vous avez promis de gonfler le leasing de la voiture à 100 € à 100 000 véhicules. Oui. Mais est-ce que déjà vous avez payé les concessionnaires qui attendent depuis des mois les 13 000 € par véhicule d'aide d'État ? Les versements sont en cours, ils ont été faits dans une large partie. Ça aussi, c'est une mesure qui est positive. Parce qu'on a toujours tendance à dire... Ça a été très long et la plateforme de l'auto... Ah, ils ont pas payé. Il faut des leasings à 100 € la voiture par mois ou par jour, je ne sais pas quoi là. Mais ils ont pas payé les concessionnaires. Ah, mais le mec, il veut du sang, exactement. Il veut du sang, il veut en découdre, hein. Il veut en découdre. L'Automil que j'ai contacté aujourd'hui dit ça se régularise. Ouais. C'est pas fini. Et surtout, 50 000 véhicules en leasing à moins de 100 € par mois, véhicules électriques, qui sont partis très très vite. Ah oui, très vite. Mais oui, mais parce que moi j'entends en permanence des politiques qui nous expliquent que pour faire la transition écologique, il faut taxer les Français, il faut augmenter leurs impôts, augmenter leurs taxes, etc. Moi, je pense qu'on peut y arriver en accompagnant les Français. C'est ce qu'on fait avec le bonus écologique, la prime à la conversion pour changer de véhicule. Cette mesure du leasing, elle est vraiment positive. Et donc, j'ai annoncé que je souhaitais qu'on puisse doubler le nombre de véhicules concernés et qu'on puisse les cibler prioritairement sur ceux qui prennent soin de nous, c'est-à-dire les métiers du soin, les aides à domicile, les infirmières libérales qui ont besoin de se déplacer, d'utiliser un véhicule. Je souhaite qu'elles soient prioritaires dans l'accès à ces véhicules électriques en leasing social. Merci. Merci Nicolas. Avant d'accueillir Benjamin Djamel, Monsieur le Premier ministre, je vous écoute tout à l'heure, je note un certain nombre de choses. Et juste pour comprendre dans quel état d'esprit vous êtes ce soir, vous disiez par exemple à l'instant, dès le prochain budget, ça veut dire que vous imaginez qu'après dimanche, vous aurez une majorité, vous Gabriel Attal ? Ce que je dis, c'est qu'il y aura un budget qui sera présenté et qui devra être voté à l'automne prochain pour l'année 2025. Non, Bardella, il n'est pas passé encore, les mecs. On ne paye pas nos fonctionnaires, on ne finance pas les services publics, on doit fermer les écoles, donc il y aura de toute façon un budget. Je vais skip ce moment-là. Je vais attendre quel rôle pour Attal. Ok. On va avancer un petit peu, les mecs. Président de la République, est-ce que le 7 juillet au soir, vous avez prévu de donner votre démission à Emmanuel Macron, si, comme ce que les sondages montrent, et vous-même, vous reconnaissez, je vous écoutais à la radio ce matin, vous disiez, voilà, force est de constater qu'on n'aura pas la majorité absolue. Est-ce que vous donnerez votre démission au président de la République le 7 juillet au soir, les mecs, ça finit tard. Selon le résultat des élections, Benjamin Duhamel. Moi, je me bats encore une fois. Je vois bien toutes les questions qui, finalement, cherche à me conduire à expliquer que on va perdre ces élections, que ça va être terrible le soir. Vous avez dit vous-même, Gabriel Attal, ce matin à la radio, vous n'auriez pas la majorité absolue. Ce que je dis, c'est qu'il y aura une Assemblée nationale, une nouvelle donne, avec des forces politiques différentes qui, peut-être projet par projet, devront chercher à faire avancer le pays. Mais est-ce que vous vous voyez rester à Matignon dans ces conditions ? Est-ce qu'il y a un monde où vous restez à Matignon ? Moi, je me bats pour nos candidats et pour cette élection. Il va jamais parler, il va jamais Ensuite, dire. Je vous rassure, vous aurez toutes les réponses me concernant. Encore une fois, je pense que ce qui préoccupe les Français aujourd'hui, c'est moins la question des personnes que ce qui va se passer pour le pays. C'est pas la même chose s'il y a une majorité absolue de l'extrême droite. Parce que là, je ne vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, sur le projet terrible en termes de stigmatisation d'une part de nos concitoyens, parce qu'ils sont binationaux, qui seraient en fait des demi-nationaux. Ils nous expliquent qu'ils veulent les priver d'accès à la fonction publique. Maintenant, ils disent que c'est que pour certains postes. Ça ne sera pas pareil avec une majorité de députés dont 1 sur 4 dans leurs candidats aujourd'hui ont tenu des propos racistes, antisémites ou homophobes. Et où tous les jours, il y a de nouvelles découvertes. Non mais, Gabriel, ils ont même pas été déprogrammés, ces candidats, les mecs. Ils sont maintenus pour le second tour. On aura des candidats potentiellement, c'est prouvé, racistes, homophobes, antisémites, négationnistes. Ils seront là dans l'hémicycle, les mecs. Ça fait peur quand même. Hein. Pareil, si on a nos entreprises qui se cassent la figure parce qu'ils veulent augmenter les impôts, parce qu'ils ont des dépenses qui ne sont pas financées. Mais si je puis me permettre, c'est pas qu'une question de personne, c'est une question d'inquiétude de la part de Français qui voient bien, qui déjà sont pour certains un petit peu effrayés de la décision de dissoudre du président de la République,
et qui se disent que se passe-t-il le 7 juillet, le 8 juillet au soir, alors qu'arrivent les Jeux Olympiques, la préparation, la nécessité tout simplement qu'il y ait une conduite des affaires. Nos confrères de l'Opinion, ce soir, disent l'Élysée travaille à un scénario où vous resteriez à Matignon le temps de former un autre gouvernement. Est-ce qu'il y a une possibilité que vous disiez, par esprit républicain, au fond, je vais encore, pendant quelques jours, quelques semaines, expédier les affaires courantes? Non mais C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'on m'a envoyé? Attends, je peux le montrer sur Twitch ou pas? Wesh. On voit c'est ça ou pas? Non, ça va, ça va, ça va. Les Français en ont marre des arbres. Les posts Facebook de Nadine Trempé, candidate RN dans la première circonscription, font scandale. What? What? Putain. Ça va être dans ma pièce à conviction, les mecs. Hop là. Ça va être sur mon thread. Oh la dinguerie, wesh. Oh la dinguerie. Waouh. d'abord, que les Français, pour une partie importante d'entre eux, soient déboussolés par la situation, évidemment. Tous les jours, je suis sur le terrain. J'étais encore, juste avant de venir sur votre plateau, pas très loin d'ici, sur ma circonscription avant, pour échanger avec eux. Évidemment qu'ils sont déboussolés par la situation. Ça, les mecs. Ouais, moi, ce que je dis, c'est que le moyen le plus sûr d'être rassuré quelque part, s'ils sont d'accord avec ce qu'on propose, c'est d'aller voter pour nos candidats ensemble pour la République et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de majorité absolue pour l'extrême droite. Donc vous ne voulez pas répondre sur la possibilité de faire une forme de tuilage ou de rester Premier ministre le temps de... Encore une fois, je pense que les questions de personne intéressent moins les Français que le fond et ce qui leur arrivera dans leur vie quotidienne. Gabriel Attal, votre position, vous la répétez depuis dimanche dernier, c'est pas une voix pour le Rassemblement national. Sauf que visiblement, vous avez du mal à convaincre vos ministres. Après Bruno Le Maire, Aurore Berger, Catherine Vautrin, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a fait savoir aujourd'hui qu'il ne votera jamais pour le RN, voilà. ça pour le coup. Et la LFI. Ni pour la France Insoumise. Vous n'avez plus l'autorité suffisante pour imposer votre ligne à vos ministres? Non, voilà. Vous l'avez dit, j'ai dit pas une voix pour le Rassemblement national. Oui. Et est-ce que vous avez trouvé un ministre qui dit qu'il faut voter pour le Rassemblement national? Non, mais Gérald Darmanin dit qu'il ne pourra jamais voter pour la France Insoumise. Et... Son entourage fait savoir qu'il y a un désaccord avec vous, alors que vous-même, encore ce matin, vous parliez à un auditeur à la radio, vous disiez, bah oui, ça peut ne pas nous faire plaisir, mais si on n'est pas sur le Rassemblement national, il faut voter pour la France Insoumise. Non, je n'ai pas dit ça, je n'ai pas prononcé ce mot voter pour la France Insoumise. Ce que j'ai dit, c'est que j'ai alerté avant le premier tour de cette élection sur 2 risques majeurs. Une majorité absolue dirigée par la France Insoumise. Ce risque-là, à l'issue du premier tour, il est écarté. Quoi qu'il se passe ce dimanche, la France Insoumise ne sera pas en mesure de gouverner le pays. Il y a ensuite un deuxième risque sur lequel j'ai alerté, c'est une majorité absolue dirigée par l'extrême droite, le Rassemblement national. Ce risque-là, il existe. Et donc c'est ce risque-là qu'on doit combattre aujourd'hui. Gabriel Attal, Gérald Darmanin renvoie dos à dos le RN et la France Insoumise. Je vous ai dit tout à l'heure. Je veux bien que vous n'aimiez pas les questions politiques, mais là, c'est un ministre qui affirme, et son entourage le dit, qu'il n'est pas d'accord avec vous. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi, c'est que je ne fais pas des comparaisons, des signes égaux, etc. Moi, je me bats pour l'apaisement des Français, pour le rassemblement des Français, pour l'unité de notre pays. Et donc, je me bats pour les candidats Ensemble pour la République qui défendent une France sûre de ses forces, fidèle à ses valeurs, confiante pour son avenir et lucide sur les problèmes des Français. Après, chacun est libre. Chacun est un responsable politique, un citoyen par ailleurs, de faire des commentaires politiques, de faire des déclarations politiques. C'est ce que fait Gérald Darmanin. Mais chacun est libre. Oui. Voilà. Et par ailleurs, je vais vous dire, ceux qui sont le plus libres, c'est les Français qui décident de leur vote. Moi, j'ai jamais aimé, par exemple, le terme consigne de vote, parce que je trouve, les Français, heureusement, il y en a qui sont derrière nous. Est-ce que vous répondez à des consignes? Mais ils n'ont pas de micro. Bah non. Non, mais ils font nom de la tête. Non, mais ils font nom de la tête. On répond pas. Mais vas-y, mais il est trop con, Attal. Ok, il n'y a pas de consigne de vote, pardon. Mais ça t'arrangerait bien que ça vote pour Ensemble et pas pour le RN, surtout s'il y a des duels. Si le troisième c'est désisté, c'est pour que indirectement la consigne de vote c'est de voter ensemble et mettre un barrage au RN. Non mais là il est en train de nous enfumer encore une fois les mecs. Il nous enfume, genre, c'est quoi ça? Oh là 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 là. Consigne. Enfin, un Français, un citoyen, il va voter en son âme et conscience. Pas de consigne, Gabriel Attal. Moi j'ai alerté, ce que j'ai fait c'est que j'ai alerté en disant qu'il y a un risque d'une majorité absolue Rassemblement national de l'extrême droite. Alors qu'il n'y en a pas. J'ai détaillé tout ce qu'il y a dans leur programme qui serait terrible pour le pays. Et donc, j'ai eu un mot d'ordre qui est de dire il ne faut pas une voix pour le Rassemblement national. Alors, dans ce cas-là, les Français, ils font ce qu'ils veulent. Alors, puisqu'il n'y a pas de consigne, puisque vous n'aimez pas les consignes et que vous prenez à témoin les téléspectateurs et les spectateurs ici, un exemple simple.
dans une circonscription si vous avez le choix entre le Rassemblement national et la France Insoumise. Est-ce que vous dites... Non mais attendez, Gabriel Attal, il y a certains de vos électeurs, certains de vos soutiens, certains de vos sympathisants qui se trouvent dans cette situation, qui pour certains hésitent. Ils ont, dans un deuxième tour, un duel entre le Rassemblement national et quelqu'un de la France Insoumise. Qu'est-ce que vous leur dites? Benjamin Duhamel, je viens de vous dire que je ne voulais pas donner de consignes de vote. Mais vous, qu'est-ce que vous feriez? Mais je ne suis pas dans cette situation, Benjamin Duhamel. Moi, je me présente dans ma circonscription, donc je vais voter pour moi. Voilà. Et vous avez dans plusieurs centaines de circonscriptions des candidats Ensemble pour la République. Mais il pour ne les pas répondre. Donc, vos citoyens donc ça, c'est une question à laquelle délibérément vous ne souhaitez pas répondre, alors même que, pour le coup, à gauche, eux disent clairement, si on est dans une circonscription avec le Rassemblement national et la majorité sortante, il faut faire barrage, il faut voter pour eux. Avant même qu'on commence à parler de ce sujet-là, je vous ai dit que pour moi, le concept de consigne de vote, je n'ai pas employé ce terme. Moi, j'ai alerté sur un risque. Excusez-moi, je ne dis pas une voix au Rassemblement national. Non. Je veux bien que ce ne soit pas une consigne, Ce mais que j'ai dit, c'est qu'il y avait un risque qu'il y ait une majorité absolue dirigée par la France Insoumise et que grâce à notre mobilisation, parce qu'on a désisté dès le premier tour une soixantaine de candidats, notamment dans des circonscriptions où la France Insoumise pouvait être élue, ce risque est écarté. Et qu'aujourd'hui, dans ce deuxième tour, ceux qui peuvent avoir une majorité absolue, c'est désormais l'extrême droite. Mais donc, je suis désolé, il y a eu un mot d'ordre. Oui, mais je ne comprends toujours pas ce que doit faire un de vos électeurs, un de vos sympathisants dans une circonscription avec ce type de duel. Avant même que vous posiez cette question, je vous ai dit que moi, je n'étais pas là pour donner des consignes de vote à nos électeurs. Donc ils font ce qu'ils veulent. Encore une fois, mais encore heureux qu'un électeur fait ce qu'il veut. Encore heureux qu'en France, sinon on serait dans un autre modèle. On a fait le choix, dans un certain nombre de circonscriptions, de désister nos candidats. Ça a été dit tout à l'heure, ça a été rappelé. Dans certaines circonscriptions, on a des candidats qui considéraient que le maintien de leur candidature au deuxième tour risquait de favoriser l'élection d'un député d'extrême droite. Ils se sont retirés. Et d'ailleurs, je veux saluer cette responsabilité parce que quand vous avez fait campagne pendant 3 semaines avec vos équipes, vous avez des gens qui ont voté pour vous, que vous pouvez vous maintenir au deuxième tour et que vous décidez de ne pas le faire, évidemment que ça vous coûte. Évidemment que ça vous coûte. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Ils l'ont fait parce que conscients que le risque de ce deuxième tour, c'est une majorité absolue pour l'extrême droite et qu'ils ont voulu l'éviter. Donc oui, on a pris nos responsabilités, nos candidats ont pris leurs responsabilités. Sur ces désistements, est-ce que vous entendez l'inconfort qui peut être celui de certains de vos soutiens et de sympathisants qui ont entendu pendant toute la campagne des législatives le président de la République dénoncer un nouveau Front populaire immigrationniste dont le programme permettait le changement de sexe en mairie, carrément, alors qu'il s'agissait de l'état civil, qui expliquait également que son programme menait à la guerre civile. Est-ce qu'au fond, avec le recul, vous ne regrettez pas des mots trop forts que vous auriez eus sur cette force de gauche, alors que précisément aujourd'hui, vous dites qu'il faut faire barrage au Rassemblement national? Est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin? Moi, ce que j'ai dit depuis le début, c'est que en s'alliant avec, quelque part derrière la France Insoumise, des partis d'une gauche normalement républicaine, social-démocrate, finalement se sont mis derrière un parti qui défend un programme et qui a des valeurs qui sont assez éloignées de la social-démocratie et de la République. Et je l'ai dénoncé, en considérant que parce que ces partis se sont mis derrière la France Insoumise, ça les privait de la possibilité d'être une force d'alternance démocratique dans ces élections. C'est ce que j'ai dit depuis le début. Et donc vos candidats se désistent pour des candidats qui portent un programme immigrationniste, pas du tout. Changement de sexe en mairie, qui mène à la guerre civile? Pas du tout. Si on prend les mots du président de la République. Ils se désistent parce qu'on a écarté au premier tour la possibilité pour une alliance dominée par la France Insoumise d'avoir une majorité absolue, qui n'existe plus quels que soient les résultats de l'élection de ce dimanche, et qu'aujourd'hui il s'agit d'écarter le risque d'avoir une alliance dominée par l'extrême droite qui serait majoritaire à l'Assemblée nationale. Vous savez, moi, je pense être celui qui a été le plus combattu et qui a le plus combattu la France Insoumise depuis plusieurs années. On n'a jamais compris pourquoi. Au lieu de combattre, vraiment, au lieu de mettre son énergie à combattre l'extrême droite, il le proclame à la télévision. Je suis le candidat qui a le plus combattu la France Insoumise. Tu veux combattre quoi? Vraiment, tu veux combattre quoi dans la LFI? C'est qui t'a conseillé ça? C'est le CRIF peut-être? C'est le CRIF qui fait passer la France Insoumise pour des antisémites alors que c'est faux? Oh là là, tu préfères combattre Mélenchon que Le Pen, genre? Ah vas-y frère, moi j'abandonne. Je rappelle que la France Insoumise m'a attaqué, y compris en justice, pour avoir fait respecter la loi de 2004 sur la laïcité à l'école. Oula, doucement Dofla. Mais mec, c'est juste la vérité. C'est la vérité, gros. C'est la vérité. Si vous voulez pas l'entendre, c'est pas grave, berliche. Interdisant le port de l'abaya et du camis dans nos établissements scolaires. Je rappelle que la France Insoumise a déposé... Le CRIF, il a zéro pouvoir, arrêtez avec ça. Mais les mecs, vous savez très bien, et j'ai pas peur de le dire en stream, et c'est pas antisémite de le dire, vous savez très bien que dans le CRIF et dans les associations comme ça,
il y a une sorte de pouvoir d'influence. Tu sais très bien que t'as des mecs qui te ramènent des dossiers, qui te disent « Ah, Attal, tape sur lui, fais ci, regarde cette vidéo, il a fait ça, etc. etc. » Et vous allez me faire croire qu'il n'y a pas de... il va pas mettre un pressing sur Mélenchon, ou sur Thomas Porte, ou sur David Guiraud, ou je ne sais pas quoi. Les gars, s'il vous plaît, wesh. Par pitié. NFP est antisémite, c'est un fact. Toi, tu dégages. Et voté plusieurs motions de censure contre mon gouvernement. Je rappelle que j'ai débattu dans le cadre de cette campagne avec des représentants de la France Insoumise et que j'y suis pas allé par quatre chemins pour démonter... En plus, les gars, vous allez me dire que je suis complotiste et tout, mais réfléchissez, les gars. Réfléchissez un moment. Réfléchissez un petit peu. Franchement, Dofla, là, non. De quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non quoi? Non quoi? Les gars, il y a un exemple, l'exemple le plus simple. L'exemple le plus simple, les conversations privées qu'il y a eu au dîner du CRIF. Imaginez, les mecs. Imaginez. Non, mais je suis pas dans le complot juif, les mecs. Je suis pas dans le complot juif. Je dis simplement que quand t'as un mec comme Gabriel Attal qui dit « Je suis le candidat qui combat le plus l'extrême gauche », désolé, c'est pas anecdotique, les gars. C'est pas anecdotique. Désolé, c'est pas anecdotique. Tombe pas dans ça, Dofla. Bah, moi, j'imagine les conversations qu'il doit y avoir. PHL qui passe son temps à critiquer la France Insoumise. Meilleur Habib qui passe son temps à critiquer la France Insoumise. Vous regardez juste les personnages qui traînaient dans le CRIF, les mecs. C'est que des mecs qui critiquent la France Insoumise. C'est que des mecs qui critiquent la France Insoumise. À un moment donné, Gabriel Attal, il peut entendre ces échos-là et les répéter à la télévision pour critiquer la France Insoumise. Arrêtez, les gars, s'il vous plaît. Arrêtez, arrêtez. Tu prends le même biais. Bah, tant pis, c'est pas grave, les mecs. Tant pis, c'est pas grave. C'est pas le CRIF qui est l'unique responsable de ça, Dofla. Ah non, je ne dis pas que c'est uniquement le CRIF. Je ne dis pas que c'est uniquement le CRIF. Je dis simplement que les personnages qui traînent dans le CRIF, qu'on voit sur CNews, qu'on voit sur les BFM TV, qu'on les voit à travers des interviews, des vidéos YouTube, etc., qui passent leur temps à critiquer la LFI, c'est pas anodin que Gabriel Attal nous dit « Je suis le candidat qui a le plus combattu l'extrême gauche ». Voilà, c'est tout. C'est mon avis, après c'est mon avis. Leur programme et un certain nombre de choses. Mais alors justement, Gabriel Attal, toujours sur le... Non mais sur la France Insoumise, on a entendu vos prises de position, mais dans ce cas-là, est-ce que vous comprenez là encore le trouble de ceux qui voient que dans la 8e circonscription du Nord, le candidat insoumis David Guiraud fait face au Rassemblement national et le candidat de votre majorité, qui s'appelle Tariq Mekki, a appelé à voter pour David Guiraud. Il a pris une position personnelle et tout de suite, vous avez entendu que la formation politique d'Ensemble pour la République a pris position clairement au niveau... En plus, la preuve, les mecs, il y a un mec qui le dit bien. Il y a un mec qui le dit bien. On prend juste l'exemple de BHL. On prend l'exemple de BHL et du mec de CNews, là. Comment il s'appelle, l'avocat, là, qui est à Israël? J'ai le meilleur exemple possible. Ah merde, comment il s'appelle, putain? J'avais fait un tweet sur lui en plus. Goldnadel. Merci le chat. Le meilleur exemple. Et là, vous allez me dire, ok, finalement, c'est pas complotiste. Le meilleur exemple, vous savez que traiter quelqu'un d'antisémite, c'est un délit, diffamation, etc. Tu peux être traîné en justice. Les journalistes savent que tu peux pas dire ça à la télévision. Le lendemain, ils continuent à inviter ces mecs à la télévision. Ils continuent à inviter ces gars. Les gars, c'est pas anodin, excusez-moi, c'est pas anodin. C'est pas anodin, genre. Ça diffame sur la LFI comme pas possible, sans apporter des preuves concrètes, sans porter plainte, sans avoir des procès, sans avoir des mises en examen, etc., etc. Le lendemain, les journalistes continuent à inviter ces mecs. Frère, tu fais comme l'extrême droite avec le complot juif qui tire les phrases, c'est bon, je suis en train de t'expliquer un truc, si t'es pas content, si t'es pas d'accord, c'est pas grave, moi je tombe pas dans ça. Si vous parlez de complot juif, vas-y. C'est bon, j'ai pas envie de me prendre la tête. Local et au niveau national. Donc c'était une erreur d'appeler à voter pour David Guiraud. C'est une position, il a dit pour qui il voterait, c'était une position personnelle. Et le parti a rappelé qu'il ne donnait pas de consigne de vote. Et donc les choses ont été clarifiées immédiatement. J'entends qu'elle s'est pu troubler des électeurs. Les choses ont été clarifiées immédiatement. Qu'est-ce que vous répondez à Marine Le Pen par rapport à ce que vient de dire Benjamin Manuel? Marine Le Pen qui dit ce soir, en réalité, il y a un parti unique aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il propose, ce parti unique? Le bourbier. Non, mais c'est la dernière trouvaille de Mme Le Pen et de M. Bardella pour éviter qu'on parle de leurs candidats dont un quart ont tenu des propos racistes, antisémites, homophobes. Tous les jours, on a une trouvaille. On a maintenant même qui ont fait des prises d'otages,
qui ont porté des casquettes nazies. On en parlera tout à l'heure avec Jordan Bardella. Enfin, bref, Bardella qui va devoir se justifier tout à l'heure, les mecs. tous les jours, il y a des découvertes. Et ils voudraient qu'ils siègent à l'Assemblée nationale, voire même qu'ils soient au gouvernement. Enfin, pardon, c'est quand même inquiétant. Donc pour masquer tout ça, pour masquer le fait qu'il y a eu moult reniements sur leur programme, qu'ils sont incapables d'expliquer comment ils le mettraient en œuvre, ils trouvent cette espèce de grosses ficelles à expliquer. Ils vont gouverner ensemble avec la France. Mais en même temps, personne n'est dupe. Gabriel Attal, vous dites personne n'est dupe. Il s'est quand même passé quelque chose d'extrêmement singulier ce matin. En Conseil des ministres, vous y étiez. Ouais. Emmanuel Macron a dû préciser, c'est là qu'on voit qu'on est quand même dans une drôle de période, a dû préciser qu'il n'était pas question de gouverner avec la France insoumise. Quand on est obligé de le préciser... Mais pourquoi il est obligé de le préciser? Parce que depuis des jours, il y a des médias qui relayent cette grosse ficelle du Rassemblement national. Personne, aucun Français n'imagine que c'est possible qu'on gouverne avec la France insoumise. Enfin, regardez, je vous ai donné les exemples tout à l'heure d'à quel point ils m'ont combattu, à quel point je les ai combattus. Mais à quel point on est aux pourquoi le antipodes. président de la République, en Conseil des ministres, est obligé de dire ce genre de choses? Vous avez des médias qui relayent cette grosse ficelle de l'extrême droite et du Rassemblement national. Les médias qui relayent, qui interrogent Marine Le Pen, Jordan Bardella. Après, je suis désolé, Dofla, mais elle était désespérée. Ah, maintenant qu'on est désespéré en France, on fait une prise d'otage et on doit pardonner ça. Et on doit mettre une personne désespérée, prise d'otage qui aurait pu mal tourner, on aurait pu la mettre dans l'hémicycle, genre. Ah, d'accord, on doit pardonner. T'as pas la ref. Ah, il y a une ref à ça? Attendez, il y a un mec qui a justifié ça? C'est une ref? Il y a un mec qui a justifié le fait qu'elle est désespérée, c'est pas grave, faut la pardonner. Mais faut le baiser, lui. C'est un mec du RN. Ah, ben voyons, logique. Ah, logique. Ouais. Elle était désespérée. Faut trop les baiser, les mecs comme ça. Hein. Putain. Et donc, sans doute un manque de c'est clarté de important votre pour part. répondre, mais vous savez, j'étais sur le terrain, j'étais à Senlis, j'étais dans ma circonscription. Je veux dire, il n'y a pas un Français qui croit à cette grosse ficelle. Ils ont bien vu que ceux qui combattent les extrêmes, qui ont combattu la France insoumise, c'est nous. Et ceux qui ont été combattus par eux, c'est nous. Donc c'est pas le sujet. Je rebondis sur la discussion que vous aviez il y a un instant avec Apolline de Malherbe sur, au fond, les deux choix que vous présentez aux Français. D'une part, la majorité absolue pour le RN, et d'autre part, ce que vous appelez une assemblée plurielle. Une assemblée plurielle, c'est-à-dire aucun groupe n'a la majorité absolue, jusque-là on est d'accord. Comment ça fonctionne? Comment est-ce que concrètement, là, je pense... Après, Dofla, la LFI a justifié la même chose pour Boyard qui dit de la bœuf. Mais les mecs, moi je répète encore une fois, hein, arrêtez de croire que c'est Tony Montana, Louis Boyard, les mecs. Hein. Le gars, il a parlé de ça à la télévision, il aurait pu garder ça sous le coude, sans jamais en parler à la télévision. Il s'est dit, vas-y, je vais un peu vider mon sac, c'est l'ambiance TPMP, etc. C'est mes potes, les chroniqueurs et tout. Bah ça va, le mec il a pas vendu 50 kilos non plus, hein. Arrêtez de croire que Louis Boyard c'est un dealer de baiser, genre. Il a été con, ok, mais il est toutes les personnes qui ont détourné de l'argent, toute la criminalité, enfin la criminalité, la délinquance en col blanc, pardon. Eh les gars, excusez-moi, François Fillon avec les emplois fictifs, assistant parlementaire, emploi fictif encore, comment on appelle ça encore, des trucs d'influence dans les sociétés, etc. Ouais, les gars, il y en a partout, hein. Ah, ça va, frère. Il n'a pas vendu 50 kilos non plus, Louis Boyard. Ça va. C'est bon. Ah, ça y est, frère. Je pense à ceux qui nous regardent et qui sont peut-être inquiets sur la façon dont les institutions peuvent résister ou non à ce type de situation politique. Comment ça marche, une assemblée plurielle? Merci, je vais vous dire, Prol. je pense qu'il Merci. y a une forme de nouvelle donne nécessaire à l'issue de ces élections législatives, où chacun va devoir, quelque part, réinventer sa manière de travailler avec les autres. Évidemment. On va aller écouter l'extrait, mais ensuite on va passer à Gabriel Attal, les mecs, parce que là ça va être le passage de Marine Tondelier. J'écoute juste ça et ensuite on va skip.